Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter le podcast Banous. Aujourd'hui un épisode un peu particulier car je laisse la main à Stanley pour un épisode sur le management, la diversité au féminin. Stanley, c'est à toi. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler diversité au féminin dans ce podcast Banous. L'objectif, c'est d'être concret, c'est d'arrêter de philosopher puisque ça y est, le sujet est admis. Donc, j'ai la chance de recevoir avec moi des invités particulièrement inspirants qui vont nous partager aujourd'hui leur retour d'expérience sur justement comment elles participent à infuser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de leurs entreprises. Leur retour d'expérience aussi sur leur engagement dans leur carrière de manager et comment également elles auront infusé la conduite du changement puisque finalement, le thème global, c'est comment est-ce qu'on fait grandir, comment est-ce qu'on fait évoluer, comment est-ce qu'on fait changer, comment est-ce qu'on change les choses. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mes invités. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que Océane, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, Stanley. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Océane Lantin, je suis responsable recrutement chez Dentsu, qui est devenue récemment une société à mission avec un engagement assez fort sur la diversité puisque ça fait partie de nos objectifs statutaires. Super. Dorothée ? Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Dorothée Magny. Je dirige une société qui s'appelle Evermaps. C'est une plateforme qui permet aux réseaux de points de vente d'améliorer leur visibilité online et on est une 50aine de personnes. Génial, merci Dorothée. Et Laetitia ? Bonjour à tous, bonjour Stanley, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Laetitia Randriana-Solo et je suis VP Revenu France chez SalesCycle. SalesCycle, c'est une plateforme SaaS qui aide les e-commerçants à améliorer en fait la conversion on-site et à réengager les utilisateurs si jamais ils ont tout de même quitté le site. Donc c'est une société internationale qui a plus de 10 ans maintenant. C'est une société anglaise et on opère sur plus de 22 pays aujourd'hui. Super clair, merci beaucoup pour ces présentations. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence cet épisode en parlant donc de DEI. Alors, c'est le mot cool en anglais pour dire tout simplement diversité, équité, inclusion. Et l'idée, là, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce que vous mettez en scène, finalement, cette diversité, cette équité et inclusion au sein du recrutement. Est-ce que, Océane, tu peux nous donner des actions concrètes que tu as mises en place au sein de ta structure sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors, pour sensibiliser tout simplement sur le fait qu'il faut être de plus en plus ouvert à la diversité dans les recrutements, on a tout simplement mis en place des formations. C'est important déjà de former les recruteurs, qu'ils soient conscients de quels sont les critères de discrimination. Et on a aussi formé les managers, puisqu'ils sont partie prenante du process de recrutement. On a également essayé de travailler la rédaction de nos offres, puisque le but c'est d'avoir une écriture extrêmement inclusive et de ne pas biaiser en fait le recrutement dès le départ par l'annonce. Et puis enfin, on essaie de mettre en place des outils en fait qui permettent tout simplement aux managers de focaliser sur les compétences des candidats et pas sur d'autres critères de sélection, avec notamment des tests comme Prouvy, qui sont des tests très orientés connaissance de l'écosystème média qui est celui de Dentsu. Génial. Est-ce que, Dorothée, tu peux nous dire l'attention que tu portes aujourd'hui à ce sujet au sein de tes équipes ? Alors nous, on est une société vraiment à taille humaine et quelque part, on a encore une prise assez directe sur les recrutements. Donc, pas besoin de dispositifs très complexes, de manifestos, etc. pour être le garant de tout ça. Par contre, il y a quelque chose qui fonctionne bien. C'est que dans les entretiens, moi, de ceux qui vont ensuite être des managers et des recruteurs, je pose des questions très précises sur à quoi ressemblait leur équipe d'avant et comment ils manageaient certaines situations. Ça peut être des exemples tout bêtes. Ça va être, nous, on a des gourdes Evermaps chez nous.
moi, je suis très contente qu'il y ait la gourde LGBT d'une de nos collaboratrices, qui soit toutes les couleurs et qui ne soit pas sur la culture homogène d'Evermaps. Et en fait, par des petits détails comme ça, en entretien, en les faisant parler, en tirant des fils, on s'assure finalement que les managers de demain, ils vont être le relais de notre culture très inclusive chez Evermaps. On donnera peut-être des exemples tout à l'heure, mais pour moi, ça se situe à ce niveau-là déjà. Laetitia, qu'est-ce que Oui. Alors moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Océane, effectivement, en fait, sur la partie recrutement. On a tout un process chez SalesCycle où la structure des questions sur le recrutement est la même, en fait, quels que soient les candidats, pour justement qu'il n'y ait pas de biais, en fait, à ce niveau-là. Et aussi sur le fait de se concentrer, en fait, sur les compétences. Dans le process, pareil, en fait, on a systématiquement, en fonction du métier qui est recruté, un case study, en fait, à faire par les candidats pour vraiment se dire, on se focus sur les compétences et voilà, vraiment un process qui va être équivalent pour tout le monde. Et en termes d'outils aussi, alors on n'utilise pas encore Proovy, ça sera peut-être le cas plus tard, mais on utilise un outil qui s'appelle Team Tailor, qui permet en fait de diffuser sur les job boards de manière massive sans avoir de biais en fait sur quel job board on va les diffuser les différentes offres. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, Océane, tu as des retours, justement, un peu comme l'exemple de la gourde? J'aime beaucoup. Ça parle à tout le monde. Une gourde sur son bureau. On en a tous une, quasiment. Est-ce que tu as des exemples comme ça que tu as pu observer au sein des salariés d'Ensu qui leur ont permis, finalement, de se sentir inclus, intégrés? Il y a plusieurs éléments. Effectivement, l'inclusion, on essaie de la mettre en place au travers notamment du séminaire onboarding, où on donne finalement les clés à chaque collaborateur pour avoir aussi la bonne connaissance de la culture d'entreprise, de ce qui est attendu chez nous. On aide aussi les managers à participer à ce sentiment d'inclusion. On leur donne aussi, par exemple, des checklists pour être sûr qu'ils onboardent correctement les collaborateurs et qu'ils leur donnent assez d'informations. On a le Welcome Pack qui permet aussi d'avoir les petites goodies qui rappellent encore une fois notre valeur, notre culture, enfin nos valeurs et notre culture. Et puis, moi, je pense que c'est important aussi d'écouter les collaborateurs. Donc, il y a des outils comme le rapport d'étonnement qu'on propose aux new joiners pour qu'ils nous fassent part aussi de leurs sentiments, de comment ils ont vécu finalement à la fois leur intégration et la réalité des faits, parce qu'il y a ce qu'on vend en entretien et versus ce qui est réellement vécu. Et puis, il y a des outils qui sont hyper importants comme les sondages. Et c'est pour moi la meilleure preuve en fait de notre politique de diversité et d'inclusion, c'est quand on voit les réponses de nos collaborateurs aux sondages qui sont envoyés chaque année, qui sont des sondages assez complets sur globalement leur métier, leur sentiment d'appartenance, leur satisfaction vis-à-vis du management, etc. Un bon exemple pour moi, c'est le taux d'engagement qu'on a dans ces sondages, qui est de plus de 87% cette année chez Dentsu, qui est assez fort. Et puis lors des plénières, parce que notre PDG anime des plénières trimestrielles où on laisse la parole aussi aux collaborateurs, on voit que les questions sont quand même très engagées et très tournées sur OK, c'est quoi la next step, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est devenu société à mission, on est tous très engagés, on participe tous à notre échelle au changement de la société. C'est quoi la next step? On va où? Moi, j'ai une idée, est-c'est qu'on peut y aller? C'est un peu ça pour moi l'exemple. Dorothée, tu veux rebondir? Oui, tu viens de dire un truc très important, c'est qu'en fait, il faut donner des preuves au quotidien de ça. Après, les onboarding, les chartes, etc. Et ça nécessite d'avoir une écoute et une vigilance extrêmement forte dans le quotidien et d'incarner tout ça. Ça va être, par exemple, notre dernier kick-off, il y avait des trucs un peu sportifs, du quad, etc. Est-ce que s'il y a une personne qui est en surpoids, on la sent pas super à l'aise sur un truc, en fait, allez discrètement, on va la porter vers une autre épreuve ou quelque chose comme ça. C'est s'assurer que dans nos menus du kick-off, il y a potentiellement des plats compatibles pour ceux qui vont avoir des contraintes alimentaires. C'est tous ces petits sujets du quotidien, un papa qui se retrouve papa solo, on va au-devant pour lui dire les horaires, là ça te va, ou on aménage quelque chose. Donc ça doit vraiment ensuite s'incarner, se prouver dans le quotidien par une écoute hyper active. Je pense que c'est le bon mot. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je suis complètement d'accord. En fait,
l'inclusion des collaborateurs va passer par l'écoute, en fait, de vraiment de chacun des collaborateurs. On a aussi ce système chez SailsCycle, un peu de sondage des collaborateurs qu'on met de manière, qu'on a complètement refondu, qu'on met de manière annuelle. Et ensuite, on s'assure trimestriellement par un sondage assez court que tout est OK. Et on va mesurer, en fait, via un NPS en fait, interne, Net Promoter Score, de l'engagement et de l'inclusion du coup, des différents collaborateurs chez SailsCycle. Il y a des métriques aussi qu'on suit, notamment des métriques sur le genre, le nombre de femmes, le nombre d'hommes au sein de la société, pour s'assurer qu'il y a une véritable équité. Le nombre de SailsCycle, c'est une entreprise multiculturelle, internationale, donc on va s'assurer aussi, on va mesurer le nombre de nationalités dans la société. Donc il y a pas mal de choses comme ça, d'outils qui sont mis en place pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie en termes d'équité chez SailsCycle. Top. Océane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport peut-être aussi, je pensais au fait que vous ayez pris le statut de société à mission, qui est finalement assez récent, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as observé déjà un changement ? Oui, clairement. On est devenu société à mission en mars 2023, donc ça fait effectivement un tout petit peu plus d'un an. Le fait d'être devenu société à mission, d'ailleurs, c'est pas une décision top-down, hein, ça n'a pas été dirigé, une volonté de la direction, mais c'est plutôt partie d'une force de travail, d'un groupe de travail collaboratif finalement. Ça a été plus de 200 heures de workshop qui, en fait, sont nés, je crois, lors d'un travail sur un pitch. Il y a un collab qui a dit, mais en fait, avec tout ce qu'on fait déjà, pourquoi on ne serait pas de société à mission ? Et on est parti de là, en fait, avec ce qu'il y avait déjà, pour se dire, OK, on peut inscrire ça dans nos statuts et en faire une raison d'être qui est de choisir de concevoir la communication comme un vecteur d'harmonie sociale et environnementale. Donc, c'est vraiment une volonté commune qui est initiée par les collaborateurs et qui nous a amené effectivement à réfléchir à la façon dont on peut changer la façon dont on accompagne les clients. Dentsu accompagne plusieurs marques dans leur communication, dans leur stratégie de communication. On s'est dit, OK, c'est important aujourd'hui de faire de la communication responsable. Donc, beaucoup d'actions qui ont été poursuivies, puisqu'elles avaient déjà été initiées, et puis de nouvelles qui ont été créées. À mon niveau, en tout cas côté recrutement, là où ça m'impacte, c'est que j'ai multiplié les actions pour recruter des profils en situation de handicap, par exemple. J'ai travaillé aussi beaucoup au recrutement des seniors, parce que alors, les juniors, on en recrute énormément dans nos métiers. On fait beaucoup d'alternance. Les aides de l'État ont beaucoup aidé aussi sur le sujet. Aides qui vont bientôt être cutées, si j'ai bien compris d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on a travaillé à l'inclusion du recrutement des seniors, du recrutement des profils en situation de handicap, des profils en reconversion professionnelle également. Vrai sujet pour le coup. Aujourd'hui, on recherche de plus en plus de profils matures qui ont une expérience professionnelle. La reconversion pro, c'est une manne pour les entreprises parce qu'on se retrouve avec des profils justement qui sont des juniors dans le métier, mais des seniors dans l'expérience. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est là que nous, on a pu, côté recrutement, voir un vrai shift qui s'est opéré dans la façon qu'on a de concevoir les candidats un peu plus atypiques, qui n'ont pas forcément justement le profil type. Je vais prendre les mots de notre responsable RSE, il ne m'en voudra pas, et diversité inclusion d'ailleurs, qui dit toujours qu'on cherche aujourd'hui à faire de Dentsu le reflet de la société. C'est-à-dire qu'on veut avoir cette diversité chez Dentsu qui est celle de la société française. Bravo pour cet engagement. Alors, finalement, là, le sujet aussi qui arrive dans cette discussion, c'est comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités. De ma petite expérience, c'est un des sujets les plus complexes à adresser, la conduite du changement. Et j'aimerais profiter que vous soyez là pour partager votre expérience également. Est-ce que, Dorothée, tu peux peut-être nous parler de ton expérience, de qu'est-ce qui a été difficile pour toi et quelles ont été finalement les astuces que tu as trouvées pour arriver à infuser le changement? Alors effectivement, chez Evermaps, la conduite du changement, c'est un sujet. Déjà dans la tech en général, l'offre doit évoluer hyper rapidement. Mais nous, en plus de ça, on était une agence qui faisait de la tech et on est devenu une boîte SaaS. C'est sans doute un des challenges les plus difficiles à opérer. Et donc, comment on va d'un point A
à un point B en embarquant le maximum de monde. Ça veut dire que il faut mettre un effort assez colossal sur déjà la prise de conscience que c'est un vrai sujet culturel plus que tech et process. Et ça, on a toujours tendance en réalité à le sous-estimer. Beaucoup de management, de la formation, et donc s'autoriser à se dire le cartographe d'hier, il peut devenir demain le responsable du support parce que dans ses soft skills, en fait, c'est super adapté. Et donc, on s'autorise une liberté assez grande, en fait, sur le repositionnement de certaines personnes. Et chez nous, on a vraiment des succès colossaux comme ça de changement de poste. Donc, beaucoup de management, de la formation, donner de la vision et aligner aussi les intérêts. Mais j'ai envie de dire, en fait, ce qui est difficile, c'est que potentiellement, ça ne suffit pas. Même s'il y a un engagement très fort des collaborateurs et qu'ils veulent aller au point B avec tout le monde, bah, potentiellement, en réalité, dans leur ADN, dans leur moteur, dans leurs réflexes, c'est quasiment impossible. Et moi, j'ai fait cette erreur, par exemple, en tant que dirigeante, de croire qu'avec le management, l'engagement et le partage de la vision, on pouvait emmener tout le monde, potentiellement, au point B. C'est une vision un peu idéaliste où certains vont dire de vision toute puissante du management, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est faux. Et donc, il faut se fixer, je pense, et c'est ce qui fait le succès, nous, de notre transfo, aussi des jalons, des étapes, et de se dire, à partir d'un certain moment, il faut savoir cutter et se dire, potentiellement, si je demande à un poisson de monter à un arbre, déjà, ça ne va pas être super performant et rapide, mais surtout, il va être en souffrance. Et donc, il faut s'autoriser aussi à se dire, potentiellement, dans ce changement, on ne va pas pouvoir embarquer tout le monde. Et comment, en réalité, on leur donne suffisamment les moyens, mais on se fixe suffisamment d'objectifs pour ne pas tomber dans le travers de la frustration et de la souffrance du collaborateur. Et ensuite, potentiellement, sur les 10-15% de cas qui peuvent être comme ça, les accompagner à avoir suffisamment confiance en eux, leur dire, c'est pas toi, c'est pas la boîte, c'est une adéquation, un puzzle qui peut pas être forcément optimal. Et donc, toi, en tant que poisson, en réalité, on va t'aider à surperformer ailleurs. Donc, je mets vraiment une intensité forte sur ce constat-là, parce que nous, on l'a vraiment vécu. Il faut se donner tous les moyens, mais en même temps, se fixer un certain nombre d'objectifs pour ne pas faire rentrer des gens dans des états de frustration ou de mal-être, même s'ils ont envie et ils sont engagés. Oui. Laetitia, tu veux rebondir ? Oui, complètement. En fait, je suis complètement alignée avec ce que dit Dorothée. En fait, quand il y a un changement dans une société, faut pas oublier que c'est des êtres humains qui vont devoir opérer ce changement. Et la première crainte, et après ça c'est français, la première crainte en fait de toute personne, c'est justement la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va arriver ? Il y a un grand changement. Qu'est-ce qui va m'arriver moi personnellement en tant que collaborateur dans cette société, dans ce changement ? Et le tout, c'est justement, il y a la vision, mais de leur donner les perspectives, les avantages en fait qu'il va y avoir sur ce changement, de répéter, de les accompagner, de systématiquement leur dire on est là. Oui, l'expliquer le why, pourquoi il y a eu ce changement-là, pour qu'est-ce qu'on va opérer, qu'est-ce qu'on va mettre en place et quels seront les avantages pour ce changement. Et ça, de le répéter constamment, parce que c'est en le disant une fois, deux fois, en fait, c'est un peu comme en marketing, on sait que un message doit être répété plusieurs fois auprès du consommateur pour que la marque s'imprègne dans la tête du consommateur. Dans la conduite du changement, c'est pareil. En fait, on a besoin de répéter aux collaborateurs quels vont être les avantages pour lui et pour essayer d'effacer les craintes qu'ils peuvent avoir au préalable. Et on a chez SalesCycle, on a opéré aussi ce type de changement. L'an dernier, j'ai un exemple où on a complètement refondu tout le sales process. Donc, il y avait plus de 16 sales qui devaient complètement changer la manière de faire. Et dans le sales process, il y avait un outil qui était un outil, alors, au début Excel, que devaient faire remplir les sales aux prospects. Le premier sentiment, c'est jamais, mais ils vont jamais remplir ça, c'est complètement chronophage. Et donc là forcément, c'est d'expliquer, et au final, on prend des champions en interne qui vont adopter très rapidement parce qu'il y a des personnalités qui vont être plus ou moins différentes, d'autres vont être réactaires, d'autres vont y aller. Et ensuite, à partir du moment où en interne,
commence à y avoir une personne qui adopte le changement, elle peut diffuser ensuite la bonne parole en interne. Ok, donc il y a la notion ici de répétition, d'avoir un champion, il y a la notion aussi de pouvoir incarner et de pouvoir potentiellement laisser l'espace à ceux qui n'arriveront pas finalement à adhérer à ce changement. Est-ce que, Océane, tu as un exemple concret auquel tu as pu participer de changement dans tes expériences? Alors ouais, j'en ai plusieurs, mais un très récent. Moi, pour rebondir, je trouve que c'est important aussi d'impliquer, en fait. Si tu n'impliques pas, tu n'auras pas d'adhésion. Et plus qu'impliquer, moi, je trouve que le co-design est hyper important dans la conduite du changement. Nous, justement, quand on a voulu commencer à mettre en place des tests pour faire en sorte que justement les recrutements soient moins biaisés et qu'ils soient vraiment orientés sur les compétences, ça a été pas trop bien accueilli par les managers parce que, encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de temps. Recruter, ça prend du temps. Rencontrer des candidats, ça prend beaucoup de temps. Et quand on leur a proposé de mettre en place un outil, ils ont dit « Ah oui, c'est ça, encore une étape en plus, ça va nous prendre encore plus de temps. » Et donc, pour les convaincre, en fait, on leur a fait passer le test eux-mêmes pour qu'ils se rendent compte, en fait, tout simplement des questions qui étaient adressées aux candidats et surtout du retour sur investissement pour les candidats. C'est-à-dire qu'ils allaient pouvoir découvrir Dentsu, un petit peu plus notre culture, nos valeurs, mais aussi concrètement notre delivery, qu'est-ce qu'on propose aux clients. Donc, ils se sont rendus compte de la valeur de ce test pour les candidats et de la valeur de ce test pour eux en tant que manager, en tant qu'aide à la prise de décision finalement. Et donc, bien sûr, on leur a demandé leur avis sur le test, comment ils voyaient l'outil et comment on pouvait le faire évoluer. Et en fait, d'un premier élément réfractaire qui nous dit « Ah, je ne vais pas avoir le temps, ah non, ça a une étape en plus, ça ne va pas être possible », ça va être « Ok, alors est-ce qu'on pourrait poser ça finalement comme question ?» Et c'est là qu'on les a vraiment embarqués. C'est une fois qu'ils étaient impliqués, qu'ils avaient donné leur point de vue et que du coup, ils avaient eux-mêmes compris la valeur apportée par ce changement-là. Très clair. Dorothée, tu veux rebondir? Oui, je voulais rajouter un élément dans ces phases de changement, enfin de révolution en fait, que ce soit sur un temps court ou plus long comme nous on a opéré. C'est très important du coup de s'intéresser vraiment aux soft skills et aux moteurs des gens. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand tu passes du mode agence tech, professional services à une société SaaS, en gros tu passes d'un mode projet à un mode produit. Et donc, les bons éléments en A sont ceux qui vont réussir à craquer la demande un petit peu complexe du client et qui vont réussir à l'opérer. Et donc, leur truc, c'est d'aller chercher la customisation, la personnalisation pour répondre à mort à toutes les demandes. Celui-là, quand tu passes en mode SaaS, ça devient quasiment un boulet parce que tu veux vendre en réalité ton produit. Et donc, en fait, il faut continuer à lui faire comprendre que son ADN est hyper positif, mais que potentiellement, ces skills-là, elles vont servir potentiellement dans un autre secteur. Et le sales qui s'acharnait à vendre des choses extrêmement customisées, demain, ça peut être quelqu'un de très pertinent en delivery. Et donc, ça nécessite vraiment de se pencher et d'ouvrir les chakras et de s'autoriser des moves basés sur les soft skills et sur quoi les gens s'éclatent en fait et sont bons. Super clair et je pense hyper utile et pratique tout ce que vous venez de partager. Merci beaucoup. On va aborder maintenant le dernier thème de ce podcast qui est le management, l'attractivité du management auprès des femmes. Vous avez toutes des rôles de manager au sein de vos différentes structures. Laetitia, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le rôle de manager? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, c'était du coup il y a 10 ans maintenant que j'ai géré des équipes. À l'époque de TDMI, c'était ma première expérience de manager. Je pense que je suis d'une ancienne génération où être manager, c'est un peu l'évolution naturelle de carrière, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui des nouvelles générations. Évoluer, ça ne veut pas forcément être manager. Tu passes par des rôles de team lead, d'accompagnement, et c'était de valider un peu ce côté que j'avais de j'aime accompagner les personnes, j'aime co-construire des choses sur cette partie-là. Peut-être pour recontextualiser un peu la question, ce que l'on constate tous, c'est un manque de parité dans les rôles de management. Donc concrètement,
l'idée ici, c'est de pouvoir, entre guillemets, utiliser votre expérience pour inspirer des femmes à embrasser ce type de carrière et peut-être à donner des insights qui pourraient les décomplexer d'une certaine manière dans ce type de carrière. En fait, je pense que, et ça doit être un sentiment féminin, de se dire qu'il faut qu'on excelle et ça va venir de soi, que mon manager va dire « Ok, un poste de manager s'ouvre, ça va être pour toi ». Sauf qu'en vrai, en réalité, quand on fait passer des appraisals aux collaborateurs, on a les hommes qui lèvent la main et qui disent « Moi, je veux être manager ». Et on a très peu de femmes qui font cette démarche-là de dire « Moi, je veux être manager ». Et souvent, ça va être le rôle de manager de déceler, etc. Mais c'est vrai qu'elles veulent d'abord cocher toutes les cases et elles vont se dire « Ça va se voir et on va me donner la promotion ». Alors que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Donc, le conseil, c'est de se dire si, en tant que femme, vous sentez que vous pouvez être un bon manager, faut pas hésiter à le faire savoir parce que ça va pas venir forcément surtout selon les organisations, ça va pas forcément venir naturellement, quoi. Dorothée, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ce dont tu parles, ça me fait penser au syndrome de la bonne élève, en fait, parce qu'à l'école, quand on bosse bien, on a des bonnes notes et tout va bien. Et dans la vie des boîtes, c'est pas du tout ça. Tu as complètement raison. Donc, moi, en fait, il faut s'écouter aussi. Et moi, clairement, ma première expérience qui était dans une très jolie boîte de luxe, on m'a vite expliqué que si j'avais une bonne idée, fallait d'abord que je la donne à ma boss, qu'elle allait la donner à sa chef de région, enfin que ça allait un circuit absolument dingue. Et je me suis dit, en fait, là, je vais pas être alignée avec moi-même, je vais pas réussir à créer de l'impact et ça va pas le faire. Et donc, je me suis écoutée. Et je me suis autorisée à me dire, oui, potentiellement, mon schéma de carrière, ça va être quelque chose, ça va être un environnement, un espace où je vais être sûre de pouvoir créer de l'impact. Et si j'ai envie d'emmener la barre à droite, je peux emmener la barre à droite. Donc, c'est déjà s'autoriser à s'écouter et à pas se mettre de barrières. Et effectivement, je trouve que de discuter avec d'autres femmes dirigeantes ou entrepreneurs et managers, c'est hyper important parce qu'on va se donner des anecdotes sur ce syndrome de la bonne élève. Voilà, moi, typiquement, je fais partie du très faible pourcentage de femmes qui ont levé des fonds dans la tech. Je ne sais même plus quel est le pourcentage, tellement il est minime, mais c'est très peu. En fait, de discuter avec d'autres femmes, ça te laisse à penser que, 1, tu peux le faire, et 2, ça va bien se passer en réalité. Et que tu ne vas pas forcément tomber sur des parterres d'hommes réfractaires à ça. Et donc, il y a ce syndrome de la bonne élève. On doit s'en méfier, on doit discuter entre nous et se méfier du coup de nos propres biais. Parce qu'effectivement, on est encore un petit peu moins... c'est pas selfish le bon mot, mais là encore, quand une femme va lever des fonds, elle va s'assurer que son business plan est super réalisable, enfin voilà, qu'elle va pouvoir encore assumer sa mission avec excellence. Là où un homme va avoir aussi le réflexe de penser à sa propre situation, peut-être avant et son exit, etc. Donc c'est se méfier de nos propres biais et faire partie de groupes de femmes où effectivement on peut discuter de tout ça. Océane, tu veux nous partager ton expérience peut-être aussi? Ouais, alors moi c'est un peu différent parce que de façon générale dans les ressources humaines, c'est des métiers qui sont plutôt féminins, mais c'est vrai que dans les directions des ressources humaines, à l'inverse, c'est plutôt des hommes. Je saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense qu'il y a aussi cette notion, comme vous disiez, pas de censure, mais en fait de se dire ça va venir de soi. Là où je suis pas forcément d'accord, je trouve que manager c'est un métier en fait, et que c'est pas parce que tu excelles dans ton métier que tu seras un excellent manager, et à l'inverse c'est pas parce que t'es pas très bon dans ton métier que tu seras pas un excellent manager. Donc je trouve que effectivement moi personnellement c'était une ambition, effectivement j'avais cette envie de transmettre, cette envie de fédérer, cette envie d'emmener les gens avec moi, cette envie d'avoir peut-être plus de responsabilités aussi. Je trouve que manager une équipe, c'est finalement aussi avoir des responsabilités en plus. Donc, c'était une ambition, mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui ont envie de manager parce que c'est, comme tu le dis, la suite logique. Qu'il n'y a pas forcément d'autres perspectives que si on veut évoluer que de devenir manager. Je trouve qu'il faut faire attention à se trouver les bonnes raisons en fait, pour manager aussi. Il ne faut pas se dire, OK, c'est juste la next step. Faut avoir envie.
Et par contre, si on a envie, là où je te rejoins beaucoup, Laetitia, c'est qu'il faut le dire, il faut oser le manifester et il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas se dire ça va me tomber dessus parce que j'ai fait du bon boulot et que ça va être reconnu. Il faut le demander parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des soft skills d'un manager que de savoir s'exprimer, de savoir porter sa responsabilité quelque part, ou en tout cas avoir ce courage managérial qui manque beaucoup, je trouve, parfois à certains managers à qui, justement, on a donné le rôle sans vraiment leur expliquer ce qu'il y avait derrière et les responsabilités qui lui incombaient. Dorothée, tu veux ajouter quelque chose? Oui, et en fait, pour poursuivre ça, moi, j'essaye de faire en sorte chez Evermap que le COMEX soit vraiment mixte, homme-femme. Parce que, mine de rien, tu auras peut-être moins de difficultés en tant que femme à aller demander une augmentation. Alors, il ne faut pas que tout le monde demande des augmentations à l'issue de ce podcast. Non, mais demande une augmentation. Disent, voilà, quel est mon next step? Comment je peux me projeter à 3-5 ans? J'ai plein d'ambitions, etc. C'est peut-être plus facile si le directeur de service est une femme ou qu'il y a en tout cas des femmes au COMEX. Donc voilà, soyons aussi vigilants sur l'équipe dirigeante. Clairement, ça peut aider à libérer ces freins, ces biais là dont on parle. Et justement, dans quelle mesure est-ce que c'est un sujet de vigilance au sein de vos structures, la parité auprès du management, du CODIR? Est-ce que Laetitia, t'as... Oui, nous, en fait, c'est un métrique qui est suivi sur la parité homme-femme, sur tous les échelons. Après, chez SalesCycle, il y a une très bonne parité. Sur les 5 country managers, on est 3 femmes. Et dans les C-level, un peu moins sur les C-level, mais déjà en line manager business, ce qui est assez rare. Souvent, ça va être le marketing, les directions RH qui vont être des femmes. Là, c'est vraiment les rôles business. On est 3 femmes. Alors, juste, je vous donne un chiffre que j'ai vu hier à Vivatech lors d'une conférence sur justement la parité. Et c'était 30% de femmes qui prennent la parole on stage à Vivatech. Alors, c'était en 2023. On espère que ce sera mieux en 2024. Et l'objectif, c'est quand même qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus signifiant et d'un peu plus proche de ce qu'on aimerait. Est-ce que toi, Océane, il y a c'est un sujet aussi de vigilance au sein de Dentsu? Est-ce que tu peux nous partager comment ça se passe? Ouais, nous, c'est un peu l'inverse parce que c'est vrai que dans le monde du média, du market, de la com, c'est quand même très féminin. On a beaucoup de femmes chez Dentsu. Notre CODIR est complètement paritaire, 50% d'hommes, 50% de femmes, exactement parité parfaite. Et puis on a un index homme-femme chez Dentsu de 94 sur 100. Donc on est très bien sur cet aspect-là, mais parce qu'on a la chance aussi d'avoir des métiers qui attirent aussi beaucoup les femmes. Peut-être plus difficile dans la tech, très clairement. On sait que c'est des métiers... on a beau essayer de driver plus de femmes vers ces métiers-là. Je n'expliquerai pas la propension d'hommes à évoluer dans ces métiers-là. Mais pas trop un sujet chez Dentsu, par chance. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. On finit sur une note positive. Chez Dentsu, la parité est bien incarnée, bien prise en compte. Oui, il y a un sujet, tu as raison, je crois, de comment on peut inspirer un peu plus de femmes à se lancer sur les métiers tech. Il y a clairement des grosses problématiques là-dessus en termes de vivier, tout simplement, déjà, en amont. Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir partagé, d'avoir, je l'espère, inspiré le plus grand nombre possible, aussi bien de femmes que d'hommes, puisque on est tous concernés. Aujourd'hui, on vous donnait la parole en particulier, mais l'idée, c'est qu'on soit tous, évidemment, bien au clair et qu'on puisse tous contribuer, surtout, à ce changement qui est aujourd'hui une nécessité absolue. Plus que jamais, en tout cas. Merci et à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.